façon, quand on prend des codir de plus de 50 ans, franchement, ils sont pas à l'aise avec le soft. Ils ont pas la culture. Même maintenant, après le Covid, ils savent se servir de la visio déjà. Ils savent lancer une invitation à quelqu'un en mettant un lien de visio. Ah, grand progrès. Mais est-ce qu'ils vont savoir euh, prendre des décisions dans leur entreprise en fonction de l'UX qu'ils vont présenter à leurs clients? On en est très très loin, très très loin. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bonjour à tous, écoutez, je suis super content d'avoir aujourd'hui Pierre d'Infortive. C'est la plus grande communauté de DSI en transition. Pierre a été plusieurs fois DSI et c'était pour moi hyper important et intéressant de pouvoir l'interviewer. Salut Pierre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute et on commencera le podcast comme ça? Oui, Pierre Fauquenot, 59 ans, je suis DSI de transition depuis 2002. Alors, entre les missions de transition, on passe de A en B, qui dure à peu près 1 an, et les missions d'accompagnement en temps parallèle, j'ai dû faire une vingtaine de missions. Avant, j'étais DG, directeur commercial et marketing, donc j'ai basculé dans le métier du management de transition et j'ai changé de métier en devenant DSI. Voilà, donc j'ai un regard particulier sur ce métier. D'accord. Et du coup, tu dis que tu as été en gros une vingtaine de fois DSI. Voilà, donc les plus petites structures, il devait y avoir 10 personnes, la plus grosse 41 000. En gros, quand je suis rentré, j'avais un périmètre de 10 000, puis j'ai créé des 6 groupes. Et puis on est passé de 18 000, 28 000, puis 41 000 personnes en 1 an, en faisant 2 fusions. Sinon, j'ai eu jusqu'à 110 pays, 800 sites, des positions de DSI monde, des positions de DSI à l'étranger, de DSI de filiales, de DSI d'entreprises en propre, dans des tas de secteurs d'activité, beaucoup dans l'automobile, finalement pas mal dans la santé, pharma, biotech, maison de retraite. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Des professions réglementées comme les experts comptables ou le contrôle technique automobile. Donc c'est intéressant parce que j'ai touché à des choses différentes. Je n'ai pas fait de secteur public. Voilà, je dirais que c'est le truc qui me manque aujourd'hui, d'expérimenter le change management dans le secteur public. Du coup, diverses tailles, divers secteurs aussi. Et donc, du coup, aussi une casquette où tu as pu voir diverses géographies. Si tu prends les 10 dernières années, donc 2010 à 2020, le métier de DSI, il a forcément changé. Et du coup, au travers de tes expériences, comment tu vois ces changements? Alors, je vois une grosse mutation en France et une attente des DG qui est quand même qui attend du changement. Je trouve qu'on va vers le modèle un peu anglo-saxon, avec des DSI très centrés sur les métiers et où la technologie finalement est un élément secondaire en fait. En France, on va dire, il y a plus de 10 ans, on avait le directeur informatique qui est devenu le DOSI, puis le DSI, donc les systèmes d'information. Euh, la personne, elle est ou elle n'est pas au CODIR, ça dépend finalement du poids de l'informatique dans l'entreprise. Et pour moi, la grande mutation, c'est qu'aujourd'hui, tout doit aller beaucoup plus vite et les métiers n'ont pas envie d'attendre la DSI. Donc, il y a la tentation de faire du shadow IT, il y a la tentation de discuter avec des fournisseurs qui, de plus en plus, apportent des offres sous forme de technologie, hein, via des extranets, par exemple. Voilà, comment mettons tout ça en musique? Il y a de plus en plus d'informatique et le rôle du DSI est de plus en plus indispensable parce que c'est un architecte du système d'information. Aux États-Unis, on disait à un moment CIO, career is over. Donc la carrière s'est terminée du DSI, il va être remplacé par le CDO. N'importe quoi, les CDO aujourd'hui, ils sont rattachés au DSI.
il a été utile d'avoir des CDO à une époque pour pouvoir passer des messages. On a besoin de technologie, mais on a un certain nombre d'exemples où des CDO se sont mis à devenir des architectes. Des architectes, ils ont construit des bulles dans leur coin sans prendre en compte les réalités du reste du système d'information. Et puis donc, après, pour remettre de l'ordre, il ne peut pas y avoir 15 architectes. Il faut qu'il y ait un architecte suprême qui amène de la cohérence. Et le DSI, c'est quand même la personne qui est le garant de cette vision et de l'architecture. Alors, si le DSI est uniquement centré sur la technique, on va dire ça va dépendre des profils d'entreprise, mais si l'entreprise a vraiment besoin de l'informatique pour se différencier de ses concurrents, pour avoir de la productivité, le DSI purement technique va avoir des problèmes. Et moi, je pense qu'il y a à peu près 50% des DSI qui se comportent comme ça, qui ont beaucoup de difficultés à aller vers la création de valeur. La création de valeur, ça n'est pas le retour sur investissement. La création de valeur, par exemple, j'améliore l'image de l'entreprise, c'est de la création de valeur. Je contribue à augmenter le chiffre d'affaires. Bon, ça paraît évident que c'est de la création de valeur. Donc, pour augmenter le chiffre d'affaires, pour info, ça se fait par l'innovation. Augmenter la marge, ça se fait par le marketing, par exemple. Bon, donc, quand on est face à un dossier, quand on est face à un dossier d'investissement, je constate que les DSI souvent vont un peu, je dirais même presque manipuler les choses pour faire ce qu'ils ont envie de faire et vont parler ROI. Or, c'est une grosse erreur. Les métiers aujourd'hui, bien sûr qu'ils veulent des choses économiques, mais ils veulent avant tout de la création de valeur. Ce n'est pas du tout la même démarche. Alors attends, là, parce que tu as dit plein de choses, Pierre. Moi, j'entends plusieurs trucs, mais il faut que tu éclaircisses ton propos. Premièrement, tu dis ils veulent pas de ROI. Mais attends, les directeurs innovation, ils faisaient que des POC partout, il n'y avait pas de ROI, il n'y a rien qui est allé au bout. Donc, il y a aussi une question de se recentrer sur la valeur, et la valeur, elle est sur un ROI. Le ROI peut être c'est un retour sur investissement, il n'est pas forcément financier, il est dans le temps gagné, dans le nombre dans l'amélioration d'un SLD, etc., etc. Donc, c'est juste la nature du ROI qui n'est pas forcément financier. Oui, mais le ROI, c'est de la finance. Retour sur investissement. Je mets 100, combien je récupère? Donc, la vision du ROI, elle est purement financière. Moi, je trouve ça, c'est beaucoup trop basique. En réalité, si on prend la création de valeur, et on a écrit un livre blanc au niveau d'Infortive là-dessus, on retrouve une grille, il y a 32 axes de création de valeur dedans. Et on a listé, on en rajoute au fur et à mesure. Par exemple, j'ai rajouté récemment 2 axes, l'impact sur les gens et l'impact sur la planète. On va être capable de mettre de l'argent juste pour améliorer le plaisir que les gens ont à travailler avec les outils. C'est pas du retour sur investissement. C'est très compliqué d'arriver à justifier, mais on sait l'apprécier. L'impact sur la planète, pareil, c'est très subjectif. Mais il n'empêche que c'est une vraie capacité d'influence aujourd'hui et ça pèse dans les prises de décision. Donc, voilà, on a listé 32 axes. Donc, si les gens qui écoutent ont d'autres idées complémentaires, je les rajouterai à la liste. Donc, juste se borner au ROI, c'est une erreur. OK. Le ROI, c'est juste un aspect financier et c'est un des axes sur les 32. OK. Et donc, tu disais, toi, ton grosse maille, c'est 50% des DSI qui se comportent encore en France comme des techno-push ou dans tous les cas des personnes qui sont d'abord orientées par la techno et pas par l'orientation métier. C'est ça? Ouais, alors pourquoi on est comme ça? L'informatique est un métier qui a 30-40 ans et on a manqué de bras, il y a eu un énorme appel d'air et des tas de gens différents sont venus dans ce métier. Plutôt des gens qui venaient de la technique, alors capacité à gérer des serveurs, à développer des applications, mais la part des DSI qui ont fait des écoles de commerce, elle est quand même assez faible. Or, à partir du moment où on veut créer de la valeur et que ça contribue au développement de l'entreprise, il faut forcément avoir une sensibilité par rapport au modèle économique, par rapport à l'agilité de l'entreprise et à être aligné sur les problématiques du CODIR. J'ai un collègue là au sein d'Infortive qui a dit un truc intéressant. Il dit souvent, il remarque que les très bons DSI sont des gens qui ont fait des executive MBA. Donc, ils sont retournés à l'école vers 40 ans
et ils ont été confrontés à d'autres, à des DSI, bien sûr, mais à des DG, des DAF, des patrons de production. Et c'est ce brassage qui leur permet de mieux comprendre finalement les attentes des différents métiers au sein de l'entreprise. Donc, si quelqu'un a de l'ambition, j'encourage à faire un executive MBA. Moi, j'ai fait le CPA qui est devenu l'IMBA d'HEC. C'est un moment magique. J'ai eu le sentiment qu'on m'ouvrait le livre Harry Potter des secrets du business. Et après, en sortant de là, j'avais une vision vraiment beaucoup plus complète de la façon dont tout fonctionnait. J'avais déjà été DG avant. Avant, j'étais DG d'un équipementier automobile aux États-Unis. Donc, j'avais de la production là-bas, j'avais des ventes, du marketing. Mais l'executive MBA a été une aide très importante. Donc, je pense que dans un parcours, quelqu'un qui est ambitieux, c'est une bonne case à cocher parce que ça va bien compléter la personne. Ok. Donc les DSI, donc si on reprend la question du début dans les 10 dernières années, il y a eu un appel d'air, énormément de personnes techniques qui sont venues et aujourd'hui, dans les 5 dernières années, l'apparition de CDO et en fait au final maintenant on arrive au fait que le CDO est rattaché au DSI et le DSI, les DG sont dans l'attente que des DSI qui prennent le lead sur une informatique proactive dans la résolution des problématiques métiers. Par exemple, hier, un entretien avec un manager de transition qui est un DG de transition de crise. Et lui, à un moment donné, bon, je ne vais pas citer la marque, mais il était patron d'une grande entreprise de distribution. Il y avait plus de 4000 personnes en France. Et il m'a dit, je cherche désespérément à avoir un DSI avec moi qui comprenne le business, qui fasse vraiment un binôme avec moi, parce que demain, tout est digital. Lui me demandait, par exemple, connais-tu des gens qui savent analyser des tendances dans le retail, qui savent faire des prévisions pour qu'on puisse être en avance de phase par rapport aux attentes des clients. Tout ça, c'est à partir de la data. Euh, et lui, son prisme, c'est je veux développer la performance de l'entreprise. Donc, il veut quelqu'un qui comprenne son attente et qui est capable de le devancer, de lui dire tiens, regarde, j'ai pensé à ça, tiens, j'ai fait un POC, on a tel type de résultat, tiens, qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'on déploie? Bon, c'est ce genre de partenariat. Alors, aux États-Unis, il me dit qu'aux États-Unis, ça s'appelle, en fait, je sais plus, c'est Chief Experience Officer ou un truc comme ça. C'est le côté expérience utilisateur. Alors, lui, il fait du B2C. Donc, en B2B, on commence à parler d'expérience utilisateur. C'est pas aussi fort qu'en B2C où on est capable de changer de banque parce que le portail qu'on utilise dans la banque est pourri et que la banque d'à côté, par exemple, moi j'ai quitté la banque postale, j'ai toujours un compte à la banque postale mais je m'en sers plus. Je suis allé au CIC et au CIC, bon, l'interface utilisateur est beaucoup mieux, ma vie est plus facile. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas aller sur Conto parce que Conto, bon, bah, l'UX est clé. Et voilà, donc une entreprise qui n'intègre pas ça, faire de l'UX, c'est pas naturel chez les ingénieurs, chez les développeurs. C'est un métier, l'ergonomie. Or, il est absolument fondamental de se mettre à la place des utilisateurs et de leur proposer des choses où le guidage est facile. Ok. Et Ouais. dans la question, donc tu disais aussi au tout début, le DSI, il peut ou pas être au comité de direction en fonction de si l'informatique va avoir un poids important sur les entreprises. Mais de la discussion et de ce qui en découle, aujourd'hui, l'informatique va avoir l'impact majoritaire sur le futur de l'entreprise. Donc, du coup, le DSI doit être dans le CODIR. Non, pas Il y forcément. a aucune. Non, alors dans le fameux livre blanc, là, Gagner la course de la transformation digitale, j'ai repris un concept à Naga de McKinsey sur les 3 types de DSI. Donc, il y a la DSI pour exécution. Prenons par exemple une entreprise industrielle. Ça, c'est la plus belle DSI que j'ai pilotée, c'était une boîte de chimie. C'était une boîte suisse. Tout était parfait. La DSI était exceptionnelle. Bon, elle a quand même été dans le mur, mais c'était une DSI pour exécution. C'est l'équipe infra qui était dans le mur, en fait, pas l'équipe applicative. Euh, C'était une DSI pour exécution, elle dépendait du directeur financier et elle n'était pas au CODIR. Pourquoi elle était comme ça? C'est une entreprise qui fabriquait des pigments de peinture et le digital n'allait pas demain révolutionner la façon dont on commerçait avec les clients ou dont on fabriquait. Ce qu'il fallait, c'était des capteurs pour suivre les machines en production, un ERP.
c'était de l'informatique entre guillemets de gestion, c'était pas une informatique qui permettait de se différencier des concurrents. Donc Et ça, c'est la DSI pour exécution. bah, ok, Pierre, mais ça, c'est par exemple, c'est un postulat que tu dis, c'est-à-dire, Non, je c'est ce que pense je pas. constate. C'est Ouais, ce que je constate. mais ça Quand aurait je pu. regarde, mais non, par exemple, quand j'étais chez Corian, franchement, l'informatique, à mon époque, hein, il y a 6-7 ans, l'informatique servait en accompagnement, elle était assez poussée, hein, elle servait en accompagnement, ce sont des maisons de retraite, on avait des milliers de lits qui étaient suivis, mais l'informatique n'était pas ce qui allait faire gagner des parts de marché par rapport aux concurrents. Donc, il se trouve que j'étais au CODIR. Alors, c'est sympa, c'est une grosse boîte, j'étais au CODIR. Franchement, je m'emmerdais tous les lundis matins, j'avais 3 heures. Alors, pour mon ego, c'était super bien, hein, mais très honnêtement, je parlais éventuellement 5 minutes, c'était juste pour montrer que j'existais, on était 8. Bon, le DG était un DG moderne, il considérait que c'était très important que le DSI soit au CODIR. Oui, sauf que le CODIR à l'époque, globalement, il n'était pas digital. D'ailleurs, quand je suis parti, j'ai fait un peu mon testament en essayant de les aider à digitaliser plus. Depuis, ils ont fait un grand mouvement de digitalisation. Mais bon, voilà, c'était une informatique qui était au CODIR, mais quelque part, ça ne servait pas à grand-chose, quoi. Bon, ça me permettait d'avoir une relation avec les autres membres du CODIR, d'être en confiance. On était une bonne bande. Mais voilà, c'est pas un totem que le DSI doit être absolument au CODIR. S'il est au CODIR, c'est qu'il sert à quelque chose pour développer l'entreprise. Sinon, c'est comme, je dirais, je vais être un peu dur. C'est comme les services généraux. Les services généraux, ils sont pas au CODIR. Donc après, je vais reprendre le modèle. Après, il y a la DSI force de proposition. Ça, c'est la DSI traditionnelle. Elle peut être au CODIR ou pas. Elle peut dépendre du DG ou du DAF. En gros, c'est une DSI proactive qui peut prendre des initiatives, on va dire c'est la DSI traditionnelle. Et après, il y a ce que nous appelons la DSI cœur de métier. C'est une DSI qui va créer des logiciels, qui va bâtir des éléments à base de technologie pour différencier l'offre de l'entreprise. Alors, il y a des vieux métiers pour qui la DSI est cœur de métier, la banque assurance par exemple. Ce sont des gens qui utilisent énormément d'informatique, c'est le cœur de leur métier d'utiliser ça. Et donc, le DSI, finalement, il a plutôt un rôle de CTO, un patron de R&D, puisqu'il va piloter des équipes de développeurs qui vont fabriquer des logiciels. Si on prend, par exemple, Doctolib, Doctolib, ils fabriquent leurs logiciels. Il y a certainement un CTO, je ne sais pas s'il y a un DSI, je ne crois pas. L'équipe R&D est fondamentale puisqu'ils vont innover en permanence, ils sont obsédés par l'expérience utilisateur. Voilà, donc ça ce sont les entreprises où l'informatique va être un élément clé pour différencier. J'ai fait une mission là, il y a quelques années, j'ai dit au numéro 2 de la boîte, je lui ai dit, voilà, nous sommes une DSI pour exécution. Ce que je te propose comme modèle, c'est qu'on se prépare pour être demain une DSI proactive, mais après-demain, je peux te garantir qu'on sera une DSI cœur de métier. C'était une pharma, en fait. Parce que demain, tu auras besoin de la technologie auprès des clients pour faire ça, ça, ça et ça. En fait, c'était avec des devices, des équipements. Tu n'auras pas le choix. Et donc, est-ce que l'équipe de R&D logicielle dépendra de la direction industrielle ou bien est-ce que cette équipe fera partie de la DSI et en réalité, l'informatique de gestion dépendra du CTO qui pilotera tout ça. Au départ, il a hurlé, il n'était pas d'accord. Et puis 6 mois après, il m'a dit, Pierre, tu as raison. C'est ça, effectivement, c'est le modèle. Donc aujourd'hui, on s'oriente, on va évoluer progressivement vers une DSI proactive, puisque la DSI est complètement éteinte aujourd'hui, entre guillemets, aux yeux du CODIR. Et après-demain, effectivement, on aura des développeurs, on va créer de la techno, et le DSI aura plus un profil de CTO. Et peut-être qu'il y aura un chef de projet qui prendra la direction informatique, entre guillemets. Bon, voilà. Donc ce modèle, en fait, moi je le charcute, je le teste sur plein d'entreprises. Il fonctionne pas mal comme point de repère. Ok, moi en fait, le point de différence que j'avais avec toi, c'est que je considère aujourd'hui que le numérique étant une vague qui va complètement transformer nos entreprises et notre façon de vivre, en fait, le numérique va devoir être cœur de métier de toutes les entreprises. Et donc, du coup, c'est un point d'horizon. Non, Par contre, toi, tu as créé non, le schéma. non, non, ça va pas l'être. Ça va pas être cœur de métier. Tout le monde utilise l'informatique. Et je dirais, pour que ce soit cœur de métier, c'est que c'est un élément qui fait partie de l'offre de l'entreprise. Ok. Donc, je prends
À l'exemple de la boîte là, qui fabrique des pigments de peinture, elle a besoin d'un logiciel pour savoir où sont ses produits, combien on en a fabriqué, quelle est la rentabilité. Ça, c'est de l'informatique de gestion. Mais son équipe R&D n'est pas en train de développer des interfaces utilisateurs, parce qu'en fait, leurs clients leur passent des commandes par EDI, point barre, ils veulent des pots de peinture, ils ne sont pas en train de demander une expérience utilisateur. Ok. Moi, pour moi, si tu veux, c'est que par exemple, dans la création de ces pigments et dans la réflexion là-dessus, à un moment donné, tu peux avoir une technologie qui révolutionne complètement la façon dont tu peux itérer et donc, du coup, changer complètement la façon dont le business model fonctionne aujourd'hui. Mais c'est peut-être. Oui, mais il faut intégrer aussi quelque chose, c'est que bon, quand on introduit une nouvelle techno, il faut beaucoup de temps avant que ça remplace les systèmes traditionnels. Au Ouais. départ, ça pèse 0 en chiffre d'affaires, donc on va faire un POC, on va tester, on va dire bah oui, c'est intéressant, et puis bah, on lance une offre à base de cette techno. L'adoption, elle est quand même pas fulgurante en général. Et je dirais que si on se met à la place du DSI, il va dire j'ai 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est sur une nouvelle techno et 99% qui est sur une vieille. Son job à lui, on attend que l'informatique tourne, qu'elle soit disponible tout le temps et qu'elle fonctionne. Donc sa préoccupation numéro un, elle est sur le legacy, sur les vieux systèmes qui sont en place. Et s'il ne fait pas ça, il ne fait pas son boulot. Parce que si l'informatique est en panne, il aura beau dire ah, bah, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps, je me suis occupé du POC. Et Coco, là, tu as 2000 personnes qui ne travaillent pas en ce moment-là. Ça nous coûte tant à la minute. Je prends un exemple, je crois que c'est le printemps. Quand le système d'information du printemps est en panne à Paris, je crois qu'ils perdent à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par minute. C'est l'ancien DSI du printemps qui m'a raconté ça. Et il m'avait dit, une panne d'une demi-heure, c'est une catastrophe, quoi, parce qu'au bout d'une demi-heure, les clients s'en vont du magasin. Ils vont Mais acheter moi, un Pierre, magasin je d'à n'oppose côté. pas les deux, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. C'est juste qu'aujourd'hui, à chaque fois que les directions prennent le numérique comme une alternative, si je prends par exemple le secteur de l'automobile et du spatial, avec un Tesla ou un SpaceX, les constructeurs disaient le numérique est un outil et ce n'est pas du tout cœur de modèle. Et une entreprise qui a créé ça en cœur de modèle fait en sorte que disrupte complètement ce marché-là et les met dans une difficulté extrême. Donc, Oui, si mais tu prends un promoteur c'était immobilier, écrit. En fait, on pouvait contrer ça. On pouvait contrer Tesla il y a longtemps. Euh, mais pourquoi les constructeurs n'ont pas pu? Bon, moi, j'ai travaillé dans l'automobile longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'un constructeur automobile? C'est une marque qui a plus de 100 ans et un moteur. Donc, un moteur, c'est très compliqué à faire. Avec l'arrivée de l'électrique, il n'y a plus de barrière d'entrée sur le moteur, parce que tout le monde sait fabriquer des moteurs. La marque, bon, bah, Tesla, c'est le roi de la com, il a su faire parler de lui pour créer une marque. OK, mais en général, la dernière marque avant Tesla qui a été lancée, c'est il y a 20 ans, c'est Smart. Mais il n'y a pas beaucoup de marques récentes populaires. Et quand tout d'un coup, les équipes R&D d'un constructeur, les patrons, les managers, tout ça, toute leur vie, ils ont géré des investissements avec de la R&D sur les moteurs. Tout d'un coup, on est en train de leur dire hey Coco, c'est patch, c'est DevOps, c'est machin. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien. De toute façon, quand on prend des codir de plus de 50 ans, franchement, ils ne sont pas à l'aise avec le soft. Ils n'ont pas la culture. Même maintenant, après le Covid, ils savent se servir de la visio déjà. Ils savent lancer une invitation à quelqu'un en mettant un lien de visio. Ah, grand progrès. Mais est-ce qu'ils vont savoir prendre des décisions dans leur entreprise en fonction de l'UX qu'ils vont présenter à leurs clients? On en est très très loin, très très loin. Donc, mais là, tu m'expliques les raisons pourquoi ils l'ont pas fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, hein. Je dis juste qu'aujourd'hui, les secteurs qu'on pensait intouchables parce que trop complexes et trop compliqués, et etc., et que les gens avaient des moyens pour pouvoir le faire, eh bien, en fait, ils ont tellement attendu qu'à un moment donné, un nouvel entrant qui, lui, a pris ce paradigme l'a fait. Et que ouais, dans mais tous ça, les secteurs. C'est le syndrome Codax. Ouais, C'est mais dans tous Kodak les a fait secteurs. l'appareil photo numérique et on est mort. Mais ça, c'est la vie des organisations. Je vais reprendre un exemple. Quand j'étais chez Corian, quand j'ai quitté Corian, j'ai fait mon testament au DG et je lui ai expliqué comment ubériser les maisons de retraite. Et je lui ai expliqué, on pourrait faire comme ceci, comme ceci, comme cela. Je lui ai dit, bah, tu mets 1 million, tu développes le truc. C'est pas moi qui le ferai, mais je t'ai dit, voilà comment tu pourrais le faire. Et il m'a dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que tu comprends, ça va déstabiliser les équipes en interne. Donc, on ne peut pas faire ça. Et c'est vrai qu'un manager, il a le quotidien à gérer. On parle beaucoup des startups, des gens qui innovent,
Mais quand on est au pouvoir et qu'on a le quotidien à gérer, on a des gens à faire bouger, on a du sens à leur apporter dans leur métier. Et si on leur dit, de toute façon, ton job demain, ça sert plus à rien parce que tu es expert comptable, c'est l'intelligence artificielle qui fera ton boulot demain, bah, le mec, il dit, je me suicide, j'ai pas d'avenir. Donc, le patron peut pas dire à ses employés que demain, il sera ubérisé par l'IA de la banque. Hein, donc, c'est ça qui explique les complexités. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un vrai problème sur l'éducation digitale de nos dirigeants. Babinel, l'autre jour, racontait que pour éduquer les ministres, il faudrait leur faire une après-midi du X avec des ingénieurs. Et puis tout d'un coup, ils verraient tout le pouvoir qu'ils peuvent avoir grâce aux écrans pour embarquer les populations dans une direction. Et moi, je crois que l'informatique est un levier très puissant de transformation des organisations. Quand j'ai fait mon executive MBA, à l'époque, on nous disait, pour changer la culture d'une organisation, il faut 3 ans avec un directeur général éclairé et qui reste 3 ans. J'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai toujours dit on peut le faire en 1 an et demi grâce au logiciel, puisque on va changer l'expérience des gens. En changeant les logiciels, on change la civilisation. Et la culture, c'est la résultante de la civilisation. C'est la conséquence. Donc la culture, c'est notre comportement face à un environnement. Si on a changé l'environnement, on va se comporter différemment. Et moi, en tant que manager de transition, je me suis aperçu que je mets à peu près 6 semaines à comprendre la situation dans laquelle je suis, parce qu'en gros, on me dit, bon, là, il y a un gros problème, il faut passer de A en B, vous nous dites ce qu'il faut faire. En gros, c'est comme ça. Hein. Donc, je reviens 6 semaines après en disant, bon, ben voilà, je commence à avoir une intime conviction que, bon, ben oui, certes, on est d'accord sur le diagnostic, il faut changer, et voilà ce que je propose de faire pour changer. Et je me suis aperçu que j'ai toujours eu la même démarche. J'ai proposé un nouvel environnement, c'est-à-dire souvent c'est une nouvelle organisation, ce sont des nouvelles règles, ce sont des choses Oui, une nouvelle irréversibles. façon de fonctionner. Une nouvelle Une faction, nouvelle mais façon de fonctionner. irréversible. Et donc après, c'était calculé pour que les gens se mettent à se comporter différemment avec ce nouvel environnement. Et comme donc ça avait du sens pour moi j'y croyais. Et donc quand je l'explique aux équipes, en 1 heure, j'ai toujours été étonné, en 1 heure, ils adhéraient et ils étaient partants. C'est absolument. Moi, j'ai toujours été stupéfié parce que je doutais. Je disais si je me suis trompé et si j'ai pas vu quelque chose. Mais non, en fait, j'avais eu le bon feeling. Donc, je pousse beaucoup les gens à faire comme ça. Et donc moi, mon objectif, c'était qu'une fois que j'avais mis en place cette nouvelle organisation, le but, c'était que je ne serve à rien. Et du coup, je pouvais partir et la transformation était stable. Parce que moi, je suis manager de transition. Je viens pour réparer, pour transformer. Puis après, moi, je n'ai pas envie de rester. Je veux aller sur un nouveau challenge où on me demande à nouveau de résoudre un problème. Mais mon but, moi, c'est pas de dormir, entre guillemets, dans ma tête, c'est comme ça que je le vois, mais de gérer les affaires courantes, c'est quelque chose qui m'a toujours ennuyé. Moi, j'ai pratiquement changé d'employeur tous les ans, depuis toujours. Donc, moi, c'est mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de nouveautés. Et puis, ça a amené un entraînement à m'adapter rapidement, à avoir eu une multitude d'expériences. Mais à chaque fois, c'est unique. Il y a une nouvelle histoire, des hommes et des femmes différentes, une culture différente, une histoire. C'est très important de comprendre ce qui s'est passé. Et à partir de là, parce que les gens ne prennent pas des décisions idiotes pour le principe de faire des conneries. S'ils sont dans le mur, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qu'ils n'ont peut-être pas vues, il y a des choses qu'ils n'ont peut-être pas évolué. Mais c'est très important de comprendre et de respecter pourquoi les gens ont pris des décisions dans le passé d'une certaine façon. Et à partir de là, ça aide à comprendre les raisons des choses et à voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas dans les équipes. Ok. Et puis après, à proposer un nouveau schéma et les gens s'adaptent. Donc, cette approche-là, elle est un peu, moi je trouve qu'elle est un peu universelle. Et alors, on peut l'appliquer dans les RH, on peut l'appliquer en prod, on peut l'appliquer à la DSI, bien sûr. Et la DSI a un pouvoir fantastique pour changer la façon de travailler d'une entreprise. Mais là, tu as une perche parce que si c'est le DSI qui a un potentiel de changement, parce que changement de façon de s'outiller, changement des interfaces et donc du coup qui amène un changement culturel, le DSI devient le pivot de la transformation digitale de l'entreprise de manière logique.
Alors oui, oui, tout à fait, il devrait l'être. Il devrait l'être. Après, si tu veux, quand bon, t'es DSI, on va dire, tu as entre 40 et 60 ans, on va dire, je caricature. Et puis, tu as un codir qui a la même tranche d'âge que toi. Bah, toi, tu vas parler digital, tu es à l'aise. Et puis les autres, putain, c'est quoi ton truc là? Oh là 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 là, putain, mais oh là là, moi j'ai Android, je comprends rien. Et toi, tu veux qu'on passe sur iPhone? Ah non, je veux pas changer mes habitudes. Et si, je t'assure, non, mais franchement, on l'a bien vu. Ce qui a été intéressant, ça a été le confinement là. Les gens, en quelques semaines, ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix et ils ont fait l'effort d'apprendre et de s'y mettre. Et il y avait un côté irréversible. On était confinés, donc pour travailler, pour ne pas perdre son job, il fallait s'adapter. Donc il y a eu un change management de force qui avait du sens. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, a priori, sait utiliser de la visio. Tout le monde sait envoyer une invitation de calendrier avec le lien pour la visio. Bon, quoique dans certains cas, il y en a qui ne le font pas. Mais les gens sont quand même beaucoup moins engourdis du mulot quand même qu'avant. Et en même temps, ils ont moins de complexes parce qu'ils ont vu que finalement, c'était pas un problème. Comme ils arrivaient à faire sans, ils faisaient pas d'efforts. À partir du moment où ils en ont besoin, les gens sont tout à fait capables de s'adapter. Donc, maintenant, comment arriver à faire pénétrer ça dans les entreprises? Voilà, moi, le DG de Microsoft m'avait dit, je ne sais plus, c'était en 98, je voulais mettre en place un intranet dans la boîte où j'étais. Donc, j'étais le numéro 2 de la DSI d'une boîte de 28 000 personnes. Et mettre en place un intranet à l'époque, c'était une sacrée histoire. Et il m'a dit, c'est simple, soit ça vient du président, top-down, soit vous appliquez les techniques de guérilla et vous faites plein de petits foyers qui sont des succès sur le terrain. Bon, j'ai vu que le président, à l'époque, il avait 73 ans, il n'y avait aucune chance. Pour lui, un virus, c'était une maladie humaine, ce n'était pas un virus informatique. Donc, il n'y avait aucune chance de le convaincre sur l'informatique. Du coup, je suis parti dans la technique de guérilla. J'ai trouvé un petit projet, on a acheté un serveur. Alors, à l'époque, je l'ai fait avec Lotus Notes parce que c'était pas mal. Et puis, on a distribué un document tous les mois par Internet. Voilà, c'était l'embryon. On avait mis une infrastructure pour commencer à faire de l'intranet. On va dire que ça, quand même, c'était la galère. Hein. Ouais, j'imagine. Quand je te Quelle dis, j'ai acheté un énergie j'ai dû serveur mettre. et tout, c'est la folie. Ouais, alors que, par exemple, je sais plus, en 95 ou en 96, j'étais aux États-Unis à l'époque et j'avais fait le site web de la filiale où j'étais. Et en France, quand ils ont su qu'on avait fait un site web, donc moi, ça m'a pris 4 soirées pour faire le site web, 3 heures par soir. J'avais fait un petit fascicule pour expliquer comment on faisait un site web. Je l'avais hosté à Chicago. Et puis voilà, c'était un petit site standalone. J'avais fait du HTML et j'avais loué un scanner pour mettre des photos. Et puis, réunion des cadres de l'entreprise. Ah, l'entreprise, la filiale aux États-Unis a ouvert un site web. Nous allons être hackés partout. On fait aussi du truc dans le militaire, c'est pas possible. Mais il faut voir voilà, le niveau d'information des gens, le manque de culture, le manque d'éducation, ça aide pas. Hein. Ok, Aux donc en États-Unis, gros, c'est un pays. Aux États-Unis, c'est un pays comment dire, qui vit avec la technologie parce que ça leur est très utile. Les Américains, ils ont un petit côté mouton de panurge, c'est-à-dire ils vont recopier ce que le leader fait. S'il le fait comme ça, c'est qu'il y a des raisons, et donc je vais faire comme lui puisque je veux réussir. Donc il y a un côté moutonesque chez eux. Comme en plus, ils n'ont pas en moyenne un très haut niveau de formation, parce que les études coûtent extrêmement cher, ils ont plutôt un mode de formation par l'apprentissage. On va recopier des gestes, et donc je recopie un geste et je l'applique à moi. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on nous a appris à apprendre, on est beaucoup plus conceptuel, et donc on arrive à trouver des solutions sans aller chercher des outils et des logiciels. Donc le marché du logiciel aux États-Unis, il est beaucoup plus rapide en adoption que ça l'est en France, puisque, c'est un grand marché, plus de 300 millions d'habitants, une seule langue, un seul marketing, un côté moutonesque qui permet de déployer très rapidement un succès. Quand il y a marqué nouveau, tout le monde saute dessus. Chez nous, quand il y a marqué tout le monde, nouveau, tout le monde se méfie. Il n'y a qu'à voir pour le vaccin en ce moment. Tout le monde se méfie parce que c'est nouveau. Il y a des pays où tout le monde saute dessus parce que c'est la solution. Donc,
on n'a pas le même comportement et donc le marché du logiciel en France, pour moi j'attribue sa faiblesse probablement par rapport à ça. Petit marché, faible appétence à la nouveauté, faible appétence aux outils technologiques pour compenser ce que l'on peut faire autrement. Voilà. Et donc, ça fait que nos acteurs sont petits, c'est difficile de percer. Le marché D'accord. européen, c'est compliqué, 27 pays, plein de langues différentes. Bon, le marketing peut être à peu près pareil, mais le comportement des Allemands, par exemple, par rapport au SaaS, ça n'a rien à voir avec la France. Rien à voir. Je lisais Le par rapport à cloud, ça une étude le, qui disait que 58% des DSI n'ont pas encore remplacé une application métier vieillissante par une solution SaaS. Je trouvais ce chiffre, ah il oui, m'a mais fait tellement mal. comment tu peux justifier? Par exemple, si tu prends les ERP, par exemple, SAP, Ouais, mais bon, c'est la plus grosse application. Tu en as plein de plus petites. non, mais prenons, je sais pas, un logiciel de paye, par exemple. Il y a plein de logiciels de paye en mode SaaS. Je veux dire, tu as un logiciel qui est branché, il est interfacé à la compta, toutes les équipes sont formées, elles ont l'habitude d'utiliser cet outil. Bah, si tu veux changer le logiciel, c'est pas un projet technique, c'est d'abord un projet métier. Il faut un sponsor, il faut des gens métiers qui vont expliquer ce qu'ils veulent. On doit réunir à nouveau l'équipe qui va monter le projet. C'est pas juste un geek dans un coin qui change le truc et les gars roulent ma poule. Pas du tout. Si on change le soft, bah, il va pas tout à fait fonctionner pareil. Et c'est l'occasion aussi de faire évoluer les processus de l'entreprise. Bon, ça demande de l'énergie et ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça explique qu'un logiciel métier, il a 15 ans de durée de vie et on ne les change pas comme ça pour des logiciels modernes parce que ça coûte trop cher en fait, c'est pas rentable. Super, Pierre. Franchement, super intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a encore des enjeux pour que que la transformation puisse se opérer, des enjeux culturels, organisationnels et aussi un manque de culture numérique qui permettrait de vraiment accélérer la transformation digitale de nos entreprises. Toi, tu découpes le rôle, la position du DSI sur 3 modèles, exécution, proactif et ensuite cœur de métier. C'est hyper intéressant. Dernière question avant de finir. Toi, est-ce que tu conseillerais, alors c'est bien sûr, tu as prêché pour ta paroisse, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis. Est-ce que tu conseillerais à toutes les entreprises de passer par un DSI de transition pour lancer la nouvelle dynamique? Un manager de transition, c'est quelqu'un qui a déjà mené une opération similaire auparavant, donc il sait ce qu'il faut faire. Hein, c'est quelqu'un qui vient pour passer de A en B et on le choisit parce qu'il a déjà fait quelque chose de similaire. Donc il apporte de la vitesse, de la sécurité. Bon, le management de transition, c'est un métier. Hein, donc souvent, je vois des gens qui sont en recherche de boulot, c'est des managers en transition. Le management de transition, il faut avoir fait deux, trois missions avant de commencer à voir comment ça fonctionne. Alors, on peut avoir travaillé en mode mission en ayant été salarié. Hein, par exemple, moi, à une époque, j'avais redressé une boîte, ça a duré 2 ans. J'étais en mode mission en réalité, puis après, je suis passé à quelque chose de tout à fait différent. Donc, on peut très bien avoir une vie salariée en ayant eu des missions à gérer. Euh, donc l'avantage, le manager de transition aide à gagner un temps fou pour passer de A en B. C'est extrêmement rentable en termes de création de valeur. Là, il n'y a pas photo. Euh, pour l'intérim, entre guillemets, la tenue de poste, mon DSI a démissionné, je cherche quelqu'un pour le remplacer, c'est pas du management de transition, c'est de l'intérim, c'est de la tenue de poste. Donc il y a des gens, Ok. on peut prendre. Moi, j'ai fait deux missions comme ça. Je savais très bien que j'allais m'ennuyer, mais ça m'arrangeait parce que géographiquement, l'endroit me plaisait. Et puis, je l'ai fait et puis j'étais très content. Euh, mais les managers, par exemple, les managers de transition qu'on retrouve dans la communauté infortive, en majorité, ce sont des gens qui ont un tempérament de bâtisseurs. Et les bâtisseurs, quand il n'y a rien à bâtir, ils s'emmerdent. Et il ne faut pas les garder parce que sinon, ils vont inventer des projets dont on n'a pas besoin. Donc, je vois souvent des entreprises qui disent ah, mais j'aimerais bien vous garder après la mission. Et je les regarde, je leur dis attendez, moi j'avais un challenge en venant qui était de réparer chez vous la situation. On l'a fait. Mais là,
moi, je vais m'ennuyer chez vous, là. Qu'est-ce que vous voulez que je... Ah oui, mais on s'entend bien, vous me rassurez. Je dis, mais moi, je vais m'emmerder, là. Donc, il y a le temps du bâtisseur, puis il y a le temps du gestionnaire. Et le gestionnaire, c'est pas quelqu'un qui vaut moins que le bâtisseur. Le bâtisseur est adapté à une époque. Après, il faut surtout l'enlever, parce que sinon, il va se mettre à inventer des projets dont on n'a pas besoin. Et donc, c'est bien de temps en temps de faire venir un manager de transition pour gagner du temps et accélérer. Et c'est même quelque chose qu'on peut mettre en place avec un DSI qui est en place. Moi, j'ai vu ça, où il y a un DSI qui est en place, il y a une mutation qui est attendue, qui est importante. Donc, à ce moment-là, il y a un manager de transition qui vient pour 1 an et il pilote la transformation. En même temps, il en profite pour faire un partage d'expérience avec le DSI qui est en place et qui reprend les rênes de la structure transformée 1 an après. Ça, c'est très intéressant. Ça permet de faire un binôme qui se répartit les choses. Quand on transforme, on demande de l'énergie en plus. Donc, si le run consomme toute l'énergie et qu'en plus, on veut que les gens transforment, c'est un peu compliqué. Ok. Voilà, donc le management de transition, c'est un succès. Ça fait une 30aine d'années que le métier existe en Europe. Ça fait une 20aine d'années que ça a décollé en France. Aujourd'hui, sur le métier des DSI, les DSI de transition de métier, il y en a entre 150 et 180. Une grande partie se retrouve au sein de la communauté Infortive, puisque nous sommes regroupés pour nous serrer les coudes et faire ce métier en nous serrant les coudes, en partageant des opportunités de mission, en partageant nos expériences, en faisant de la veille tous ensemble. Donc, on est en formation continue, nous, les DSI d'Infortive. Et puis, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. On adore. On vient de faire un tour de table la semaine dernière. On a demandé bilan de l'année. Franchement, c'était incroyable de voir l'engagement des membres, leur satisfaction vis-à-vis de la communauté. Et c'est un métier où on est seul, le management de transition. Et le fait d'être dans une communauté de pairs qui pratiquent ce métier-là, ça permet vraiment d'augmenter les capacités de chacun et avec plaisir. Ok, bon, super Pierre. Écoute, merci pour tout, merci pour ton temps. C'était vraiment génial de t'avoir. J'espère que tu as passé un bon moment et que les auditeurs auront appris pas mal de choses. Merci beaucoup Pierre. Et encore merci d'être présent, d'être toujours là au rendez-vous. Si vous avez aimé ce podcast, merci de le noter sur Apple, de le partager sur LinkedIn. Ça nous aide énormément pour trouver de nouveaux DSI. Allez, ciao.